Je m'appelle Fatim Faye. Que fais-tu? Je suis à la retraite, mais je suis une féministe et j'habite dans un village. Je suis une villageoise. Villageoise au Sénégal? Oui. Près de quelle grande ville? Ndayane, pas très loin de Dakar, à peu près 60 km de Dakar, sur la côte, vers le sud. Féministe, c'est ce qui te caractérise pour toi? Oui. Comment tu définis ça? Comment tu portes ça? Alors, je suis pour les droits des femmes, je suis contre la domination des femmes, je suis pour que les femmes puissent faire des choses, aillent où elles veulent, fassent leur propre choix, et les mêmes, je ne vais pas appeler ça privilèges, mais les mêmes droits dès qu'elles sont toutes petites, aller à l'école, s'habiller comme elles veulent, plus tard choisir avec qui elles veulent faire leur vie. Leur choix sexuel, tout. C'est comme ça que je me définis et je me bats pour ça. C'est quoi se battre pour ça au Sénégal? Ça consiste en quoi? Il y a des associations, il y a des groupes, il y a un forum féministe sénégalais, il y a un forum féministe africain auquel j'ai eu à participer. Donc on fait des actions ensemble, quand il se passe quelque chose et qu'on doit aller dans la rue, on y va, on a des groupes WhatsApp où on peut se rencontrer, se dire les choses. Quel est l'un de tes combats mémorables? Si tu en avais un à nous raconter, une manifestation. Alors, contre les violences faites aux femmes, parce qu'il y a pas très loin, je crois qu'il y a 3 ans, je suis un peu nulle maintenant avec les dates et la chronologie. Je crois qu'il y a 3 ans, il y a une jeune femme qui s'est fait attaquer chez elle. Donc, c'était pas une jeune femme qui traînait dans la rue, par quelqu'un qui connaissait sa famille et qui a été tué. Donc, ça a révolté beaucoup de femmes parce que souvent on dit ouais, mais comment tu t'es habillée? C'est une fille très sage qui travaillait bien à l'école, tout ça, tout ça. Donc, tu vois, elle n'est pas allée chercher ça. Bien sûr. Et donc ça. Et combien même, c'est pas pour ça qu'on doit tuer quelqu'un. Je veux dire, combien même elle s'habillerait sexy et voilà. Et traînerait dans les rues à pas d'heure. Voilà. On n'a pas le droit de lui faire ce qu'elle ne veut pas. Mais voilà. Donc ça avait... Alors vous avez fait quoi? On est allé dans la rue, on a fait beaucoup de bruit, on est allé sur tous les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de femmes qui sont venues, la plupart c'était spontané, il y avait un mouvement organisé derrière, mais la plupart des femmes sont venues révoltées, sans être dans aucune association ni rien du tout. C'était mémorable, cette mobilisation. Depuis lors, on continue à se mobiliser par les mêmes canaux, mais je pense que depuis lors, on n'a pas eu une mobilisation aussi grande où presque toutes les forces sont venues se mettre ensemble. Ouais. Comment tu vois l'évolution du droit des femmes au Sénégal On se bat. Mais ça empire, c'est un progrès, quelle est la pente? Oui, ça dépend des périodes. Il y a quelques années, je pense que les femmes étaient beaucoup plus libres, spécialement quand il s'agit de religion. Tu vois, maintenant, le fondamentalisme est très développé dans des petits villages, dans des petites villes. On peut trouver des gens qui viennent devant les écoles, donc pour les adolescents, et qui font du prosélytisme, qui parlent de religion, tout ça, qui coptent des jeunes dans des sectes. Et je veux dire, une fois que tu es dans une secte, c'est la secte qui te dit comment tu t'habilles, avec qui tu te maries, quel genre de travail tu peux faire, quel genre d'opinion publique tu peux avoir. Donc il y a beaucoup de jeunes femmes qui parlent dans les réseaux sociaux, qui parlent publiquement, mais elles se font attaquer de toutes parts. Elles disent quoi? Elles disent leur souffrance, la violence qu'elles revivent. Les droits, elles protestent pour des choses et elles se font attaquer. Ce fondamentalisme que tu sens qui augmente, comment tu l'expliques, cette augmentation-là? Je sais pas, l'air du temps. L'air du temps. On est un peu vers une sorte de jusqu'au boutisme. Les gens en ont vraiment marre. Et tout s'exacerbe. Et moi, je trouve que c'est comme ça que je le comprends.
tout le monde est un peu désespéré. Aussi bien du côté des féministes que du côté des fondamentalistes, ça s'affronte. On va vers une guerre. Carrément. C'est ce que je crois. On est déjà dans la guerre parce qu'on se fait, nous, attaquer en tant que femmes, on se fait attaquer dans les maisons, dans les écoles, partout. Donc, parce qu'il va falloir qu'un jour ou l'autre qu'on riposte. Vous avez des hommes qui sont vos alliés aussi? On en trouve. Pas beaucoup, général, apparemment. Tu fais un petit temps, on en trouve. Faut chercher beaucoup, quoi. Par exemple, la plupart des féministes que je connais disent « Mon père était un féministe, mon père m'a aidé » ou « Mon frère me défend comme toute la famille contre moi » ou « L'homme qui est dans ma vie est avec moi, il m'aide, il m'accompagne, il me soutient. » Donc, je pense que ces gens-là sont féministes. Et voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père et l'homme avec qui je vis qui soutiennent tout ce que je fais dans le domaine du féminisme. Mon père est décédé maintenant, mais il m'a toujours soutenu. Il m'a dit, quand les gens se contentent d'aller au sommet, quand tu arrives au sommet, étends tes ailes et envole-toi au-dessus du sommet. Et ça, c'est pas souvent un discours qu'on dit aux filles, on dit plutôt, range tes ailes et tu vois, on va te déplumer, ça va te faire mal, mais c'est pas grave, c'est pour ton bien, on va te déplumer un peu pour que tu restes tranquille. Lui m'a dit, vas-y, force. Et ça nécessitait pas que tu sois un peu non-conformiste? Oh, j'étais non-conformiste et je le suis toujours. C'est-à-dire, tu peux nous raconter qu'est-ce que ça veut dire non-conformiste dans ces années? Par exemple, dans les couples, je ne me définis pas comme dans un couple, comme on appelle, hétérosexuel normatif. Donc, tout vient dans le couple. C'est-à-dire? La polyandrie, la bigamie, comment on appelle ça? Être bi, toutes ces choses-là. Être ouvert à tout, accepter de tout essayer, de tout entendre. Toi, tu as vécu ça? Oui. Et t'as eu des critiques? Ah, toujours. Sous quelle forme? Toutes sortes, que t'es pas... La critique la plus grave, c'est que t'es une pute. Parce qu'une femme ne doit pas faire ci, une femme ne doit pas faire ça, une femme ne doit pas faire ci. Et en général, les gens qui me disent ça sont des gens à qui je m'ouvre, parce que je ne me cache pas. Quand quelqu'un est intéressé, je dis, ah, attention, moi, je suis ce genre de femme-là. Et ils disent, oh, non, jamais. Toi, t'es une pute. Je dis, ok, ben, tu vas ton chemin, je vais mon chemin. Mais je t'aurais pas menti. Est-ce que tu penses que chez les jeunes de 20 ans, cette liberté que tu incarnais existe et elle est revendiquée ou pas? Oui, je vois des jeunes filles qui sont complètement débridées dans tous les sens et qui veulent toutes les libertés. Et qui se mettent en danger. Hein? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a certains discours, quand tu les tiens, on est dans un petit pays, tout le monde se connaît, ça attaque de toutes parts. Et ça fait honte aux familles. Oui, parce qu'il y a la pression aussi des familles, des sociale. communautés. Ou dans un petit village comme dans celui que j'habite, les gens n'interviennent plus beaucoup. Et tu peux considérer le Sénégal comme une société machiste? Dans un certain sens, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de la société matriarcale qui était à la base ici. Les femmes ont quand même le mot à dire. Par exemple, je prends la société Lébou dans laquelle je vis ici, et je l'ai vue depuis plus de 20 ans que je suis ici. Quand il y a des réunions, on demande qu'est-ce que les femmes en pensent. Et je pense qu'une société vraiment machiste ne pose jamais ce genre de questions. Et les femmes sont dans les réunions en même temps que les hommes. Et souvent, il y a une figure féminine qui fait office de leader. Et quand on dit qu'est-ce que les femmes en pensent, toutes les femmes se tournent vers elles et elles se sentent obligées de se lever et de dire. Et par exemple, ici chez les Lébou, il y a ce qu'on appelle les MAS, les associations de groupes d'âge, où
les gens sont dedans à partir de 5 ans jusqu'à la fin de leur vie. Donc, les femmes sont dans un bloc, elles ne sont pas éparpillées et vulnérables. Donc, oui, il y a du machisme dans certaines sociétés, dans certains milieux, mais il y a aussi des poches de résistance. Tu faisais mention d'une sexualité libre, Ouais. c'est quand même très très tabou en Afrique en général, tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est liberté. Pour les hommes peut-être pas, il y a plus de marge, mais pour les femmes ça reste tabou. En tout cas c'est pas l'image en tant qu'occidental qu'on a de l'Afrique, on n'a pas du tout l'idée que l'homosexualité serait admise comme ça peut l'être en Europe par exemple. Et pourtant, il y a des sociétés en Afrique où des femmes peuvent épouser officiellement une autre femme. Lesquelles? Alors, moi, je ne connais pas, je crois que c'est au Cameroun, mais il ne faut pas que je monte. En tout cas, en Afrique centrale, peut-être vers Côte d'Ivoire, tout ça, où il y a des sociétés où les femmes peuvent épouser une autre femme officiellement et vivre avec elle officiellement. Il y a dans ces groupes, comment on dit, des groupes d'âge, où il n'y a que des femmes, où elles ont leurs secrets, où elles font presque tout en commun. Je pense qu'il peut y avoir des relations sexuelles qui sont connues, mais du groupe. Ça ne sort pas du groupe, il y a une sorte de secret de groupe. Et quand j'étais ado, je me rappelle, il y avait une femme qui était, disons, j'essaie de maintenant, en tant que petite, de voir quel âge elle avait, peut-être 50 ans ou un peu plus. Et elle payait des jeunes femmes pour leur toucher le sexe. Et ça se savait, mais on traitait ça comme une sorte de... Elle est folle, tu vois. Et je sais qu'elle ne s'attaquait pas aux petites filles, que c'était des jeunes femmes en âge d'avoir des relations sexuelles ou des choses comme ça. Et l'homosexualité, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, mon père avait un ami qui était ouvertement homosexuel. En tout cas, il s'habillait comme une femme, il parlait comme une femme. C'était un homme, mais il demandait qu'on l'appelle Tata, qui venait chez nous, qui avait ses entrées, ses sorties, et ça ne choquait que ma grand-mère paternelle, qui refusait, parce qu'en plus il faisait de la cuisine, qui refusait de manger sa cuisine. Moi j'étais ado, je ne comprenais pas le soubassement sexuel de ça, mais je savais, on appelle ça les gourdigans, les hommes-femmes, tu vois. Mais j'entendais ça et je savais que c'était pas la norme. Mais il avait ses entrées chez nous, c'était un ami de mon père, on le respectait beaucoup. Et il faisait de la très bonne cuisine. Et donc moi je pense que cette histoire qui dit que l'Afrique, l'homosexualité n'existe pas, tout ça là, ça existe dans toutes les sociétés. Ça peut être accepté, ça peut être sous couvert, ça peut être normalisé. Parce que par exemple, en ces temps-là, toutes les personnes qui ressemblaient à notre oncle, tante, eh ben, quand il y avait de grandes cérémonies familiales, ils jouaient un peu le rôle de bouffon. Ils dansaient, ils chantaient, ils faisaient la cuisine, ils s'habillaient de manière extravagante, un peu comme des drag queens, mais pas avec l'extrême. Tu vois, par exemple, ils s'habillaient en boubou, ils avaient des chaussures brillantes, des fois ils avaient les cheveux défrisés ou tressés ou des choses comme ça, des choses qu'on s'entend. Maintenant, les jeunes gens font plus ça, mais avant, c'était pas très répandu. Et je me rappelle, j'étais aux HLM, c'était un grand quartier de Dakar, et à Usil, donc il fallait juste traverser la rue, il y avait une maison qui était réputée être une maison où les homosexuels se rencontraient pour faire des fêtes, des choses comme ça. Il y avait bien des voix qui disaient « Oh, c'est pas bien, il ne doit pas habiter là », mais ils étaient tranquilles chez eux, ils n'embêtaient pas les gens. Quand des jeunes hommes s'approchaient trop d'eux, on leur interdisait de le faire, mais on les laissait tranquilles, on ne les a pas attaqués, ni tués, ni battus, ni même chassés des maisons. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être mon expérience personnelle
qui est assez libre. Mon père était un libre penseur, ma mère était une institutrice, donc ils avaient des amis qui étaient docteurs, tout ça là. Donc peut-être c'est une autre classe. Mais dans cette classe-là, je pense que l'homosexualité n'était pas un tabou. Au Sénégal, il y a aussi la polygamie. Oui. Qu'est-ce que tu en penses en tant que féministe? En tant que féministe, j'ai été dans un ménage polygame. Mais Raconte-nous. j'avais aussi le droit d'avoir un autre compagnon que le compagnon avec qui j'étais. Et donc, pour moi, c'était égalitaire. C'est pas islamique alors? C'est pas islamique. Pas du tout. C'est traditionnel. Même pas. C'était même C'est pas nouveau. traditionnel. C'était nouveau. Moi, j'étais comme j'étais. Et je pense qu'il était très amoureux de moi. Et puis, c'était ça ou rien. Ça se passe comment alors? Avec un peu de drame, beaucoup d'amour. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et ma mère, quelque temps avant sa mort, m'a dit: tu ne trouveras jamais un homme qui t'aime comme celui-là. Parce que moi, je cachais rien, ni à ma mère, ni à mes frères, ni à mes soeurs, ni à mes propres enfants. J'ai eu 2 enfants. Donc, ils savaient quel genre de personne j'étais. Je n'étais pas celle qui se cache ou des choses comme ça. Et donc, ma mère disait que pour qu'un homme accepte de vivre avec quelqu'un comme toi, il faut vraiment beaucoup d'amour. Justement, l'amour, c'est quoi l'amour sénégalais? Et comment le Sénégalais aborde l'amour, qu'il soit sérère, tout couleur, les bouts? Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel, de transculturel là-dedans? Est-ce qu'on est pudique? Est-ce qu'on regarde toujours des soap-opéras à la télé? Est-ce qu'on aime les romances? Est-ce qu'on est comme les jeunes un peu européens? Est-ce qu'on offre des fleurs, des Voilà, choses comme ça? qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi aimer? C'est quoi aimer? Ça se dit comment déjà en Wolof? Nopp, bëgg, sopp. Il y a une large gamme d'amour. Tu vois, il y a plusieurs mots qui disent amour, l'attirance physique. Est-ce qu'il y a un amour sénégalais? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un amour tout court. Et en parlant de pudique, ce que j'ai vu, par exemple, mes propres parents, je ne les ai jamais vus dans une étreinte en public. Mais je pense que ces choses-là, ce n'est pas vraiment parce que les gens sont pudiques, c'est qu'on vit la plupart du temps dans des ménages polygames. Et que dans ces ménages polygames-là, tu ne peux pas t'afficher un jour collé serré avec la numéro 1 et le lendemain collé serré avec la numéro 2 devant les enfants et tout, les jalousies, parce qu'il y a des jalousies dans les couples polygames. Surtout des couples polygames où il y a une partie qui n'a pas choisi. Souvent, c'est la femme. Souvent, c'est imposé. Donc, on ne peut pas, même avec les enfants, on n'a pas trop de gestes d'affection envers les enfants. Parce qu'il y a l'enfant de la première, l'enfant de la deuxième, l'enfant de la troisième. Et si tu montres en public un amour, disons, différent, ou une manifestation différente de ton amour pour un enfant, c'est souvent interprété d'une certaine manière qui peut amener les conflits dans les familles. Donc, c'est pas vraiment parce que les gens sont pudiques, mais je pense que c'est pour éviter les conflits. Dans le féminisme, en France, il y a un débat récurrent, c'est le voile. On en est où au Sénégal avec cette question? Et toi, dans ton travail, comment tu appréhendes ça? Alors, je vais choquer les musulmans, excusez-moi, les musulmans qui vont m'entendre, mais le voile que je vois aujourd'hui au Sénégal, surtout dans les jeunes filles ou les jeunes femmes, c'est pas un voile musulman, c'est un voile de séduction. Parce que tu vois, une personne qui est voilée ici, jusqu'ici, mais qui est maquillée d'une manière vraiment extraordinaire, qui a un jean serré, un t-shirt, souvent à manches longues, je suis d'accord, mais quand tu regardes la personne, je pense que tu vois tout. Ce n'est pas le tchador où tu ne sais pas si la femme est maquillée ou pas, s'il a les cheveux tressés ou s'il a un jean ou un t-shirt en bas. Pour moi, c'est un voile pour faire joli. Il n'y a pas de connotation de femmes subordonnées aux hommes? Je ne crois pas. Les femmes voilées que je vois là,
C'est pas devenu une mode avec l'aide de l'Arabie Saoudite Il y a beaucoup l'effet de mode et puis c'est joli quand tu es bien maquillée avec un joli voile de couleurs. Je sais pas si vous avez vu les couleurs que les femmes mettent. Moi je trouve ça trop sexy. Je pense pas que ce soit islamique. Je pense que si le comment on dit, Al-Khaira arrive au Sénégal, toutes ces femmes-là, elles vont recevoir des coups de fouet. Mais le Sénégal est assez menacé, hein. Il est dans la ligne de djihadistes et tout ça quand même. Il y a une tension là réelle. On parlait du fondamentalisme, c'est réel, c'est pas une vue de l'esprit. Oui, mais... Là, point de vue féministe, ça va être compliqué là. Eh bien, on va se battre, on va continuer à se battre. On va changer de cible, on va changer de gens contre qui on se bat, on va changer peut-être de méthode de nous battre. Peut-être on va se battre voilé, mais on va continuer à se battre. Dans le masculin sénégalais, on nous dit souvent quand on arrive que les Sénégalais adorent le sport, ils sont grands, ils sont forts, ils expriment vraiment une virilité imbattable. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de la fabrique du masculin telle que la société le fabrique? C'est une façade. Ils sont très doux. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés. Peut-être que j'attire les doux parce que comme je suis un peu exubérante et forte, je parle fort, je dis des choses choquantes, des choses comme ça. Donc, je n'attire peut-être pas ceux qui veulent me briser et me brimer. Mais je pense que c'est une façade. Cette force est une façade. Dans l'intimité, ils sont très, très doux et très aimants. Et... En tout cas, moi, je ne les considère pas ceux que j'ai rencontrés comme des machos. Et un de mes cousins disait, pour se moquer de moi, parce qu'en plus, quand j'étais plus jeune, j'étais encore plus masculine. J'avais pas de boucle d'oreilles, j'avais les cheveux courts, je m'habillais en jean et basket et tout. Il disait, pour aimer cette fille, il faut être un peu homosexuel, qu'il disait. Donc, je crois que j'ai attiré ceux qui pouvaient supporter cette énergie que je dégageais, qui n'était pas l'énergie de la soumission. Tu as 2 enfants, femme, fille, garçon? Garçon et fille. Comment tu transmets les valeurs féministes à la fille et comment tu transmets les valeurs féministes au garçon? De la même manière. Il me regarde vivre. Je n'impose rien à ma fille que je n'imposerai à mon garçon. Et mon garçon, il ne peut pas venir et nous dicter sa loi, nous demander de lui faire à manger, des choses comme ça. Très tôt, je lui ai appris à faire à manger, à faire sa chambre, à faire sa vaisselle, à respecter les femmes. Et je ne sais pas si j'ai fait du bon travail parce que ça me demande beaucoup de temps. Mais je sais que mon garçon est dans une relation où ce n'était pas lui le dominant. Pardon, mon fils, de parler de ta vie privée. Mais dans les femmes que tu croises, tu es connecté à un réseau féministe, donc tu peux avoir aussi un écho qui n'est pas ta vie, mais qui est la vie aussi des autres. Comment on donne les valeurs d'égalité aux jeunes? Comment ça se transmet? C'est variable. C'est variable. C'est variable. Les gens font ce qu'ils peuvent, parce qu'on est quand même dans un système. Et... On sent le conditionnement social, la pression sociale, elle existe? Oh oui, absolument. Ça consiste en quoi? Par exemple, quand je demande à mon fils de faire sa chambre ou d'aller au marché ou d'écailler le poisson ou des choses comme ça, il n'est pas rare que quelqu'un dans la famille dise que tu ne devrais pas lui demander de faire ces choses-là parce que ce sont les femmes qu'il faut. Et je dis, s'il peut manger du poisson écaillé, il peut écailler le poisson. Donc il y a quand même des rôles. Ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même des rôles féminins et masculins. Par exemple, balayer, c'est un peu le sommet, quoi. Surtout avec le petit balai traditionnel avec les fibres. Si tu demandes à ton garçon de balayer, des fois, les gens ne sont pas très contents autour. Les tantes, les oncles, tout ça. Ah, pourquoi tu ne demandes pas à la fille? Des choses comme ça. Pourquoi c'est lui? Il y a des figures féminines inspirantes pour les jeunes filles au Sénégal. Il y a des intellectuels, des artistes qui... Beaucoup. Il y en a une que moi j'adore parce que j'étais adolescente. Elle s'appelle Aminta Fall. Elle était chanteuse de jazz.
Et j'ai jamais vu une femme aussi libre. Moi, j'habitais à l'île de Gorée et elle venait à l'île, elle est un peu rondelette, tout ça, là, pas très grande. Et elle portait un maillot blanc. Et elle se promenait sur la plage comme si elle était la reine de la plage. Alors moi, j'aime cette femme. J'ai Germaine Acogny, qui est une danseuse chorégraphe aussi, qui a fait pratiquement le tour du monde et qui ne ressemblait pas aux autres femmes. Par exemple, les premiers pantalons que j'ai vus portés par une femme, c'était par elle. Elle venait aussi dans mon île, j'étais à l'île de Gorée. Bon, l'île de Gorée était un peu un site touristique. Donc, les gens, quand ils venaient là-bas, ils étaient beaucoup plus détendus, je suppose, que quand ils étaient dans leur propre village ou leur propre petit quartier. Mais oui, il y a beaucoup. Dans l'éducation sénégalaise à l'école, il y a l'égalité? Ben oui, sauf que quand une fille n'est pas très brillante à l'école, c'est la première à être sortie de l'école pour être mariée ou rester à la maison pour s'occuper de ses petits frères ou petites sœurs. C'est rare que ce soit, par exemple, je donne l'exemple, dans la même famille, il y a un garçon et une fille qui ne sont pas très bons à l'école, c'est très souvent la fille qui est sortie de l'école plus vite. Mais je pense que même dans des villages comme ici, où c'est très rural, les filles vont quand même à l'école. Mais disons qu'on ne les oblige pas à rester à l'école. Alors que les garçons, on va peut-être même te taper si tu refuses d'aller à l'école, te menacer, des choses comme ça. Mais elle a fait, oh non, mais elle n'est pas bien à l'école, je peux la garder à la maison. Quand tu étais petite, tu voulais devenir qui, quoi? J'ai tout voulu être. Je n'avais aucune limite. Et tous les jours, je changeais. Comme j'avais beaucoup d'artistes à l'île de Gorée que je connaissais, je voulais être artiste, je voulais être danseuse, je voulais être, comment on appelle ça, mannequin, je voulais tout. Je n'avais pas de limite et ça changeait tout le temps. Et ça faisait rire les gens autour de moi parce que aucune appréhension, aucun... Je ne sais même pas comment on dit ça. Je voyais quelque chose et je dis, je peux aussi être ça. Comment on dit ça? C'est pas appréhension, c'est inhibition. Aucune inhibition. Tu m'as mentionné plusieurs fois ton père comme étant important pour t'avoir donné une sorte d'égalité quelque part dans le traitement de ce que c'est une fille et qu'elle peut tout être. Tu peux nous en dire plus? Qui était ton père? Alors, il était médecin. Et il était médecin de brousse parce qu'il ne se contentait pas de faire ce qu'il avait à faire à l'université ou à l'hôpital. Il allait aussi dans les petits villages faire des soins, souvent avec ses propres moyens. Et il était professeur en dermatologie, donc il faisait beaucoup de recherches. Il allait dans les villages, il écoutait la manière dont les gens soignaient les maladies de peau, tout ça. C'était un médecin très ouvert d'esprit, qui avait beaucoup d'amis artistes, donc qui était spécial. Tu l'aimais bien? Beaucoup. Et ma mère a dit que j'ai tout fait toute ma vie pour lui ressembler, mais que moi, j'étais une fille. Que c'était ce qu'un homme pouvait faire et passer, que ça passe, une femme ne peut pas forcément le faire et passer. Donc elle me disait, toi tu es une femme, tu ne dois pas ceci, tu ne dois pas cela. Et mon père disait, déploie tes ailes et envole-toi. Dans le combat pour les femmes, c'est quoi l'adversaire? C'est quoi l'ennemi? C'est quoi l'obstacle numéro 1? Le système. C'est le système, c'est comment les choses sont faites, comment... Par exemple, le mariage. On vous dit que si vous vous mariez, c'est l'homme qui s'occupe de vous. C'est lui le chef de famille. Eh bien, je pense que c'est une arnaque. C'est la plus grosse arnaque du système. On veut que tu sois dans un cadre bien entouré de 4 murs et que dans ces 4 murs, tu supportes. Il y a un mot wolof qui dit « moune », supporter.
tu supportes tout ce qui peut t'arriver dans ces 4 murs, parce que si tu le fais, tes enfants vont réussir dans la vie. Et que si tu ne le fais pas, tes enfants vont souffrir pendant toute leur vie. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment l'arnaque, le système qui nous fait croire que nous devons être obéissantes, que nous devons marcher doucement, parler doucement, n'aller pas trop loin, ne pas trop en faire, ne pas gagner plus d'argent que nos hommes, ménager leur virilité, éduquer nos propres garçons pour qu'ils ressemblent à leur père, pour qu'ils n'écaillent pas les poissons, des choses comme ça. Je pense que c'est ce système-là qui est vraiment l'ennemi. Et si nous étions des milliers de femmes à nous battre contre ça, à montrer que c'était possible de le faire autrement, je pense qu'on avancerait beaucoup dans la cause du féminisme. Ce que tu décris, c'est une sorte de chantage à la prospérité de la progéniture. Oui. C'est terrible, ça. C'est une terrible. culpabilité énorme si jamais on transgresse le système patriarcal. C'est sûr. Quand on transgresse, on vous dit, quand vous transgressez, vos enfants vont souffrir, ils vont être des bandits, ils vont traîner, ils vont jamais réussir à leurs examens, etc., etc. C'est violent. C'est très violent. Et cette arnaque du mariage ou même du couple, elle se perpétue comment? Par les fictions, par le oui-dire, par quoi? Les fictions, il y a beaucoup de pièces de théâtre à la radio, à la télévision qui montrent que, même des contes qui montrent que, par exemple, il y a un conte qui est très célèbre, c'est le Kumba Amdei et Kumba Amdei. Kumba Amdei est désobéissante, elle est impolie, elle est mauvaise même, et Kumba Amundei, elle a perdu sa maman, mais elle est toute douce et obéissante et gentille, elle sait faire la cuisine, tout ça là. Et à la fin de l'histoire, c'est elle qui gagne et l'autre qui meurt. Donc même dans les contes, même dans l'imaginaire, il faut être obéissante pour réussir. Le rap sénégalais, Oui. il est assez fameux. Est-ce qu'il laisse une place aux femmes? Il y a des femmes et des groupes de femmes même qui investissent ce milieu. Il y a un groupe qui s'appelle Jigen quelque chose. Je ne me rappelle plus, non? Et oui, et puis il y a eu cette femme dont je vous ai parlé. Et Anne Kodoussen, bon, c'est vrai que tout ça, c'est pas le rap d'aujourd'hui, mais je veux dire, même la manière de chanter, la manière de danser, la manière de tenir ou de se tenir en scène, les jeunes d'aujourd'hui ont hérité de ce que les aînés ont fait. Je pense qu'il y a une place. Qu'est-ce que tu dirais pour finir à une petite fille qui naît non pas à Dakar mais dans un village très éloigné et qui t'écouterait? Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? D'oser être ce qu'elle est. Vas-y, parle-lui, elle est là. Et ma petite, je veux que tu comprennes une chose. Des gens vont te dire que tu n'as pas le droit d'être comme ci ou d'être comme ça. Mais si au fond de ton cœur, tu sais que c'est ça ta personnalité, c'est ça que tu veux profondément, même si tout le village est contre ce que tu veux, vas-y. Et j'espère que tu trouveras autour de toi, comme moi je l'ai fait, des marraines, des gens bien qui vont te soutenir et t'héberger et te consoler quand tu forcément trébucheras. Mais va de l'avant. Merci.